Katie Morrison était assise seule à la table vide marquée du symbole de la Terre. L'immense salle autour d'elle bourdonnait de bruit tandis que des centaines d'êtres extraterrestres discutaient, claquaient des doigts et sifflaient. Elle sentait leur regard braqué sur elle. Certains curieux, d'autres furieux. La plupart souhaitaient simplement sa disparition. La salle du Conseil galactique était conçue pour impressionner. De hautes colonnes de marbre s'élevaient jusqu'à un plafond peint d'étoiles venues de 1000 mondes. Le sol était poli d'un brillant éclatant comme un miroir. Au centre se dressait une estrade où Zartek, le président du conseil, attendait, les avant-bras croisés sur la poitrine. Katie était l'ambassadrice de la Terre depuis 3 ans. Elle avait assisté à d'innombrables réunions où les extraterrestres se plaignaient des humains. Aujourd'hui était différent. Aujourd'hui semblait définitif. Le vote était terminé, annonça Sartak. Sa voix résonna dans la salle comme le tonnerre. Par 847 voix contre 3, l'humanité est expulsée de l'Alliance galactique. Des acclamations s'élevèrent de la foule. Katie regarda des êtres Ti-Aekai, à fourrure et à peau de cristal célébrés. Le délégué Veltar sautillait sur ses 6 pattes. Les Nexaris flottants tournoyaient joyeusement, leur corps d'un bleu éclatant. Les accusations sont claires, poursuivit Xarta. L'humanité a enfreint la loi sur la protection des espèces primitives en aidant des races inférieures à se développer plus vite que la nature ne l'avait prévu. Ils ont conquis des mondes dans l'espace protégés sans autorisation. Ils ont refusé de suivre les règles commerciales et ont semé le chaos partout où ils sont passés. Katie sortit son téléphone et appuya sur un bouton. L'écran s'illumina d'un seul mot, Exode. Elle parla doucement dans l'appareil. Ici l'ambassadeur Morrison. Exécutez le protocole 7. À l'autre bout de la galaxie, l'amiral Jack Carter est assis sur le pont de l'UHS Independence. L'immense vaisseau planait dans l'espace au-dessus de Nuterra, la plus grande colonie humaine hors du système solaire terrestre. Lorsque le message parvint, Jack sentit son estomac se nouer. « Monsieur ?» demanda le lieutenant Amy Davis depuis son poste. « Quels sont vos ordres ?» Jack regarda l'écran affichant le message de Katie. Il avait espéré que ce jour n'arriverait jamais, mais il l'avait quand même planifié. Pendant 3 ans, les dirigeants humains avaient travaillé en secret pour se préparer à ce moment. Envoyez le signal à tous les mondes et stations humaines, dit Jack. L'opération Exode commence maintenant. Nous rentrons. De retour dans la salle du conseil, Zartek parlait encore. Les idées dangereuses de l'humanité ont contaminé trop de jeunes races. Leur expansion insensée menace la paix que nous maintenons depuis 10 000 ans. Leur seule présence sème le désordre dans notre galaxie parfaite. La foule applaudit à nouveau. Katie remarqua que tous les extraterrestres n'avaient pas l'air ravis. Quelques-uns restèrent assis, silencieux, l'air inquiet. L'ambassadeur de Kepler Minor avait voté pour l'humanité, tout comme les représentants de 2 autres petits mondes que les humains avaient aidés par le passé. De plus, Zartek déclara que l'humanité aurait 30 jours pour retirer tous ses habitants, vaisseaux et équipements de l'espace de l'Alliance. Tout humain découvert sur notre territoire, après ce délai, sera arrêté. Katie se leva lentement. Le silence se fit dans la salle, tandis que des centaines d'extraterrestres se tournaient vers elle. Elle n'était qu'une humaine parmi des milliers d'extraterrestres, mais elle se tenait droite et fière.
Parole. Zartek, dit-elle d'une voix claire. Le gouvernement de la Terre unie accepte votre décision. Cela les a surpris. Ils s'attendaient à ce qu'elle argumente, supplie ou menace. Au lieu de cela, Katie a pris sa mallette et s'est dirigée vers la sortie, ou menace. Au lieu de cela, Katie a pris sa mallette et s'est dirigée vers la sortie. « C'est tout !» a crié le délégué Veltar. « Pas de discours sur nos torts, pas de menaces. » Katie s'arrêta à la porte et se retourna. « Tu as fait ton choix. Maintenant, tu vas vivre avec. » Elle quitta la chambre tandis que les extraterrestres bourdonnaient de confusion derrière elle. Pendant ce temps, dans l'espace humain, l'évacuation avait déjà commencé. Sur la planète agricole de New Montana, Sam Rodriguez regardait d'énormes vaisseaux atterrir dans ses champs de blé. 3 millions de colons vivaient sur le nouveau Montana. Les faire quitter la planète prendrait des semaines, mais ils avaient répété cet exercice à maintes reprises. « Chargez d'abord les réserves de céréales », dit Sam à ses ouvriers. Puis le bétail. Les bâtiments peuvent rester, mais nous prenons tout le reste. Des scènes similaires se sont produites sur des dizaines de mondes humains. Les familles emballaient leurs biens les plus précieux. Les usines fermaient et chargeaient leur matériel sur des cargos. Les stations de recherche copiaient leurs données et détruisaient ce qu'elles ne pouvaient pas emporter. Docteur. Lisa Chen travaillait frénétiquement dans son laboratoire de la station Kepler-7. Elle et son équipe développaient de nouvelles technologies susceptibles de transformer la galaxie. Des générateurs d'énergie du point zéro, des machines capables de transformer n'importe quelle matière en n'importe quelle autre, des systèmes informatiques capables de penser plus vite que n'importe quel cerveau biologique. « Télécharge tout », dit-elle à son assistante. Chaque formule, chaque résultat de test, chaque théorie. Nous ne laisserons rien de tout cela derrière nous, à la merci de leur vol. Les extraterrestres avaient toujours considéré la science humaine comme primitive et dangereuse. Ils ne se donnaient jamais la peine de l'étudier de près. Ils ignoraient ce qu'ils perdaient. Le capitaine Ryan Murphy était aux commandes. Son vaisseau cargo, le Wanderer, sillonnait les voies hyperspatiales entre les étoiles. Derrière lui volait un convoi de navires civils, de familles, de marchands et de réfugiés, tous en route vers les confins de l'espace humain. Son système de communication crépitait de messages cryptés provenant d'autres capitaines de navires. Convoi 7. Nous approchons du point de ralliement. Convoi 7. Nous approchons. Le point de ralliement. Bien reçu. 7. Rendez-vous aux coordonnées. Tango. 4. Quelle est notre destination finale, capitaine? Demanda son copilote. Ryan sourit. Quelque part, les extraterrestres ne nous trouveront jamais. De retour sur Nexus Prime, Katie Morrison était assise dans son petit appartement, emballant ses rares affaires personnelles. Son téléphone sonnait, des appels venant des mondes humains, lui demandant des instructions. À chaque fois, elle donnait la même réponse. Suivre le plan, faire confiance au plan. Il lui restait une dernière tâche à accomplir. Katie ouvrit son ordinateur et commença à rédiger un rapport final pour le Conseil galactique. Elle y détaillait chaque fois que les humains avaient sauvé des vies extraterrestres, arrêté des guerres, guéri des maladies et évité des catastrophes. Chaque fois qu'ils avaient été accusés d'avoir provoqué le chaos,
alors qu'ils empêchaient une catastrophe. Elle y écrivit sur la peste zéphirienne que les humains avaient guérie, la guerre civile altarienne que les diplomates humains avaient terminée, les 6 espèces mourantes que les humains avaient aidées à se réinstaller sur de nouveaux mondes, tous les problèmes que les humains avaient résolus, alors que la galaxie les accusait de semer le trouble. Katie termina le rapport et l'envoya au bureau de Zartek. Elle savait qu'il ne le lirait pas avant des mois, voire des années. Il serait alors trop tard. Elle regarda par la fenêtre la cité extraterrestre en contrebas. Des vaisseaux volaient entre de hautes flèches sous la lumière de 3 soleils aux couleurs différentes. C'était magnifique, mais elle ne s'y était jamais sentie comme chez elle. Katie prit sa valise et se dirigea vers la porte. Demain, elle embarquerait sur le dernier vaisseau humain, quittant l'espace de l'Alliance. Derrière elle, elle laissait un appartement vide et une galaxie qui ignorait tout de ce qu'elle venait de jeter. L'exode avait commencé. 3 jours après le vote, des marchands extraterrestres arrivèrent à Port-Céleste, espérant poursuivre leurs activités comme d'habitude. Au lieu de cela, ils découvrirent des quais d'amarrage vides et des couloirs silencieux. Grictar, un riche marchand originaire de la planète natale des Veltar, traversa l'immense station commerciale sous le choc. Une semaine plus tôt, l'endroit bourdonnait d'activité. Les marchands humains remplissaient les halls, vendant de tout, des métaux rares aux produits exotiques. Ses pas résonnèrent dans le vide. « Où sont tous passés ?» demanda-t-il à son assistant. « Les humains sont partis, monsieur. Tous. » Ils prirent leur vaisseau et partirent côte. Grictar se précipita vers l'ordinateur principal. La station fonctionnait encore. Mais chaque entrepôt était vide. Chaque magasin avait été vidé. Même les restaurants avaient été dépouillés de leur matériel. « Ils ont tout pris, murmura-t-il. Comment ont-ils pu se déplacer aussi vite ?» Des scènes similaires se sont produites à travers la galaxie. Les colonies humaines qui avaient existé sous Rodriguez supervisaient le chargement du dernier vaisseau de transport. Les colons avaient travaillé 3 jours d'affilée pour évacuer tout ce qui avait de la valeur. Les silos à grains étaient vidés. Le bétail était parqué sur des cargos. Même le matériel agricole avait été démonté et emballé. « C'est le dernier bétail », rapporta Maria Santos, l'une des gérantes de sa ferme. « Les navires sont pleins à craquer. » Sam regarda les bâtiments vides qu'ils laissaient derrière eux. Les structures étaient rendides et bien construites. Mais sans les hommes et le matériel qui les rendaient utiles, elles n'étaient que des coquilles vides. « Et les locaux ?» demanda Maria. « Les indigènes Kepler qui travaillaient avec nous ? Ils sont les bienvenus s'ils le souhaitent, dit Sam, mais la plupart ont choisi de rester. Nous leur avons donné des exemplaires de toutes nos techniques agricoles et suffisamment de semences pour nourrir leurs familles pendant des années. » Le navire de transport a décollé, emportant les derniers humains loin du Nouveau Montana. En contrebas, les indigènes. Les Kepler observaient depuis les collines. Ils avaient beaucoup appris des humains, mais ils n'étaient pas prêts à quitter leur planète natale. Le docteur Lisa Chen se tenait pour la dernière fois dans son laboratoire de la station Kepler 7. Ce centre de recherche avait été le centre scientifique le plus avancé de l'humanité hors de la Terre. Ici, des scientifiques humains avaient fait des découvertes qui auraient peut-être pu changer la galaxie.
Tous les cœurs de données sont-ils chargés? Demanda-t-elle à son équipe. Oui, docteur, répondit son assistant, le docteur Mark Taylor. Chaque expérience, chaque formule, chaque prototype. Nous avons également effacé tous les systèmes informatiques pour ne laisser rien d'utile. Lisa observa les tables de laboratoire vides, où ils avaient construit des machines capables de créer de la matière à partir d'énergie pure. Dans la pièce voisine se trouvait le prototype d'un ordinateur capable de résoudre des problèmes plus rapidement que n'importe quelle technologie extraterrestre. Tout cela était transporté vers des vaisseaux en partance pour l'espace inconnu. « Docteur, dit Marc à voix basse, les extraterrestres ignorent même ce que nous avons accompli ici. Ils pensent que notre science est primitive. » Qu'ils continuent à penser cela, répondit Lisa. Un jour, ils réaliseront peut-être ce qu'ils ont perdu, mais d'ici là, nous serons bien hors de leur portée. Bissistosa. Les vaisseaux d'évacuation arrivaient depuis des jours, d'immenses cargos capables de transporter des villes entières, des navires de passagers conçus pour accueillir des millions de personnes, des escortes militaires, protégeaient les convois. Les extraterrestres ignoraient que les humains possédaient une flotte aussi imposante. Le capitaine Ryan Murphy guida son convoi à travers l'hyperespace vers le pourtour galactique. Son vaisseau, le Wanderer, menait un groupe de 30 navires civils transportant des familles et leurs biens. Derrière eux s'étendaient d'autres convois, chacun se dirigeant vers un point de ralliement différent aux confins de l'espace connu. Le capitaine, son officier des communications, cria « Nous recevons un message de l'amiral Carter. Transmettez-le. » La voix de Jack Carter résonna sur la passerelle. « À tous les chefs de convoi, ici l'amiral Carter. » La première phase est terminée. Tous les civils humains ont quitté l'espace de l'Alliance. La deuxième phase commence. Rendez-vous aux coordonnées qui vous ont été assignées et attendez les ordres. Ryan consulta son ordinateur de navigation. Les coordonnées menaient à une région de l'espace qui n'était sur aucune étoile extraterrestre. Carte. Un endroit au-delà des confins de la galaxie où d'anciennes étoiles brûlaient froides et lointaines. « Cap sur la zone sombre », dit-il à son pilote. « La zone sombre, monsieur? C'est le vide. Rien là-bas, à part le froid et les radiations. C'est ce que pensent les extraterrestres, » dit Ryan en souriant. Ils se trompent sur beaucoup de choses. Pendant ce temps, sur divers mondes de la galaxie, les gouvernements extraterrestres commençaient à remarquer des problèmes. Des systèmes informatiques qui fonctionnaient parfaitement depuis des décennies commençaient à afficher des erreurs. Des routes commerciales qui fonctionnaient sans problème depuis des siècles commençaient à subir des retards sur la planète Xérion. L'administratrice Velnara fixait ses rapports, perplexe. Le système planétaire de distribution alimentaire était défaillant. Les livraisons arrivaient en retard, voire pas du tout. Les entrepôts manquaient de place, les systèmes de tri automatisés étant tombés en panne. Quand ces problèmes avaient-ils commencé? Demanda-t-elle à son équipe. Il y a 3 jours, administratrice, juste après le départ des humains. Impossible. Les humains n'avaient rien à voir avec nos systèmes alimentaires, ils n'étaient que des agriculteurs qui nous vendaient des céréales. Mais en fouillant dans les archives, Velnara découvrit quelque chose d'inquiétant. Des techniciens humains
entretenait et améliorait discrètement des systèmes extraterrestres depuis des années. Ils étaient payés de petites sommes pour résoudre les problèmes et améliorer l'efficacité. Les extraterrestres pensaient effectuer un simple travail manuel. Ils avaient tort. Le docteur Helena Brooks était l'une des rares humaines à avoir choisi de rester. Elle travaillait dans une station de recherche isolée pour étudier une espèce en voie de disparition, les Marani. Ces petits extraterrestres pacifiques disparaissaient lentement à cause d'une maladie génétique, et Helena était sur le point de trouver un remède. Quand l'ordre d'évacuation est tombé, elle a fait un choix difficile. « Je ne peux pas les quitter », a-t-elle dit à l'amiral Carter par communication. Lien. Les Marani ont peut-être encore 6 mois devant eux. Je suis la seule à pouvoir les sauver. Helena, tu sais ce qui arrivera quand les extraterrestres découvriront que tu es restée. Ils t'arrêteront. Laisse-les essayer. Ces gens nous ont fait confiance pour les aider. Je ne les abandonnerai pas maintenant. L'amiral resta silencieux un long moment. Vous serez complètement isolé. Pas de soutien, pas de renfort, pas de retour. Je comprends. Alors que Dieu vous protège, docteur. Vous êtes la personne la plus courageuse que je connaisse. Alors que les derniers vaisseaux humains disparaissaient dans l'hyperespace, la galaxie commença à ressentir les premiers effets de leur absence. Des systèmes qui avaient parfaitement fonctionné pendant des années commencèrent à s'effondrer. Des technologies que les extraterrestres tenaient pour acquises commencèrent à s'effondrer. Les échanges commerciaux, jusque-là fluides entre les mondes, ralentirent considérablement. Mais la plupart des extraterrestres ne s'en rendirent pas compte. Trop occupés à célébrer le départ de l'humanité, ils ne prêtèrent pas attention aux petits problèmes qui commençaient à apparaître. Ils pensaient avoir éliminé une source de chaos de leur galaxie ordonnée. Ils ignoraient qu'ils avaient en réalité éliminé le chaos caché de leur galaxie ordonnée. Ils ignoraient qu'ils avaient en réalité détruit les fondations cachées qui maintenaient leur civilisation unie. Dans la salle du Conseil galactique, le président Zartek reçut des rapports de problèmes techniques mineurs provenant de divers mondes. Il les qualifia de coïncidences. « Ces petits problèmes se résoudront d'eux-mêmes, dit-il à son équipe. Maintenant que les humains sont partis, notre galaxie peut retrouver son ordre. Mais au plus profond de l'espace, hors de portée des capteurs extraterrestres, les vaisseaux humains poursuivaient leur voyage vers quelque chose que la galaxie n'avait jamais imaginé. Ils emportaient avec eux des technologies capables de remodeler le monde, des connaissances susceptibles de révolutionner la science et la détermination de bâtir quelque chose de plus grand que la civilisation qu'ils avaient laissée derrière eux. 6 mois après le départ de l'humanité, la galaxie s'effondrait. La conseillère économique Velnara se précipita dans les couloirs du Conseil galactique, une pile de rapports à la main. Chaque page racontait la même histoire. Des systèmes en panne, le commerce s'effondrant, le monde entier luttant pour sa survie. Elle fit irruption dans le bureau du président Zartek sans frapper. « Monsieur, nous sommes en crise », dit-elle en laissant tomber les rapports sur son bureau. Zartek leva les yeux de son repas, agacé. « Quel genre de crise ? La galaxie est plus paisible qu'elle ne l'a été depuis des décennies. Le système agricole zéphyrien s'est effondré. La production alimentaire a chuté de 60%. Le réseau de transport Altarian a cessé de fonctionner. Le commerce entre 17 systèmes
est complètement interrompu. Ce sont des problèmes temporaires, dit Zartak. Tous les systèmes connaissent des pannes occasionnelles. Velnara sortit son bloc de données et lui montra les chiffres. Monsieur, regardez quand ces problèmes ont commencé. Chaque panne a commencé quelques jours après l'exode humain. Zartex fixa l'écran. Le schéma était indéniable. Dès que les humains quittaient chaque système, les infrastructures critiques commençaient à s'effondrer. « C'est impossible, dit-il. Les humains n'étaient que des commerçants et des agriculteurs. Ils n'avaient rien à voir avec nos systèmes importants. »« C'est ce que je pensais aussi, » répondit Velnara. « Alors j'ai commencé à enquêter. » Elle a récupéré d'autres fichiers sur son bloc-notes. La crise alimentaire zéphirienne. Elle a commencé lorsque leur usine de transformation a cessé de fonctionner efficacement. Pendant 30 ans, des techniciens humains avaient apporté de petites améliorations à leur système. Les Zéphiriens ne les payaient presque rien, pensant qu'il s'agissait de simples réparations. Les yeux de Zartek s'écarquillèrent en lisant le rapport. Les humains ne se contentaient pas de réparer des machines en panne, poursuivit Felnara. Ils repensaient des lignes de production entières. Ils avaient augmenté l'efficacité de 400%, mais si progressivement que personne ne s'en était aperçu. Elle lui montra un autre dossier, les problèmes de transport des Altarians. Des experts en logistique humain géraient leurs routes commerciales depuis des décennies. Les Altarians pensaient embaucher une main-d'œuvre bon marché pour transporter les marchandises. En réalité, les humains avaient créé le réseau de transport le plus efficace de l'histoire galactique. Sartek sentit son estomac se nouer en réalisant l'ampleur du problème. « Il y a plus », dit Belnara d'un ton sombre. La crise médicale sur Kepler 4. Des médecins humains y soignaient discrètement des patients depuis 20 ans. Ils avaient résolu 3 épidémies majeures qui auraient fait des millions de victimes, sans même que les Kepler savaient que les humains les avaient sauvés. « Combien de systèmes sont touchés ?» demanda Zartek. « Plus de 200 à ce jour. Et les problèmes s'aggravent de jour en jour. » Pendant ce temps, sur la planète, Kelvara, l'administratrice de Zerion, observait avec horreur l'effondrement des infrastructures de son monde. Le système de distribution alimentaire était complètement hors service. Le ramassage des ordures était interrompu. Même le réseau de contrôle météorologique affichait des erreurs critiques. Comment cela était-il arrivé ? Demanda-t-elle à son ingénieur en chef. Nous avons analysé les systèmes, répondit-il. Il semble que des sous-traitants humains entretenaient et modernisaient nos équipements depuis des décennies. Nous pensions qu'ils effectuaient un travail manuel de base, mais ils avaient en réalité réécrit la majeure partie de notre programmation de base. Kelvara a consulté les registres d'emploi. Nous les payons au salaire minimum. Comment pouvait-il se permettre un travail aussi complexe pour si peu d'argent? C'est tout à fait ça. Il ne le faisait pas pour l'argent. D'après ces registres, ils résolvaient des problèmes parce qu'ils en voyaient tant d'autres à résoudre. Ils amélioraient nos systèmes parce qu'ils pouvaient les améliorer. L'ingénieur lui montra un rapport technique qui lui fit tourner la tête. Cette amélioration du contrôle météorologique nous aurait coûté des millions. Les humains l'avaient fait gratuitement et ne nous en avaient jamais parlé. Partout dans la galaxie, des révélations similaires se produisaient, monde après monde.
Les humains primitifs étaient les ingénieurs cachés qui maintenaient la civilisation galactique en activité. Sur Nexus Prime, le président du conseil, Zartek, décida enfin de lire le rapport final laissé par Katie Morrison. Il l'avait ignoré pendant des mois, pensant qu'il serait rempli de plaintes et d'excuses humaines. Ce qu'il découvrit le rendit malade. Le rapport détaillait toutes les crises majeures que les humains avaient résolues en silence au cours des 50 dernières années. Des guerres évitées grâce à des efforts diplomatiques dont les extraterrestres ignoraient l'existence. Des catastrophes évitées grâce à des systèmes d'alerte précoces que les humains avaient construits et entretenus en secret. Des avancées scientifiques attribuées à des chercheurs extraterrestres, mais qui étaient en réalité des découvertes humaines. La peste de Kepler de 237, lut-il à voix haute. Des équipes médicales humaines ont développé le remède en secret et l'ont distribué aux médecins locaux pour éviter de semer la panique. Les archives officielles attribuent la résolution de la crise au gouvernement Kepler. Il a poursuivi sa lecture. Chaque page révélait un nouvel exemple d'humain sauvant des vies extraterrestres, tout en étant accusé d'avoir semé le trouble. La guerre civile altarienne de 2 mois. Des diplomates humains négocièrent un traité de paix en secret, puis persuadèrent les dirigeants altariens de le présenter comme leur propre idée pour sauver la face. Zartek réalisa que presque toutes les grandes réussites du dernier demi-siècle portaient l'empreinte humaine. La galaxie stable et paisible dont les extraterrestres étaient si fiers avait été construite et entretenue par l'espèce chaotique qu'ils venaient d'expulser. La première mission de sauvetage fut lancée 3 semaines plus tard. Le capitaine Vorteth, du vaisseau scientifique Deep Seeker, mena une petite flotte vers les confins de l'espace habité. Ils espéraient établir un contact et négocier le retour de l'humanité. Ce qu'ils découvrirent à la frontière les choqua. Des plateformes de défense automatisées, suspendues dans l'espace, diffusaient un message simple. L'espace humain est fermé. N'approchez pas. Ceci est votre seul avertissement. Essayez de communiquer avec eux, ordonna Vorteth. Son officier de communication travailla pendant des heures, sans recevoir de réponse. La plateforme de défense se contenta de répéter son avertissement. « Monsieur, » rapporta son officier scientifique, « je détecte d'énormes signatures énergétiques plus profondément dans l'espace humain. Quelque chose d'important se construit là-bas. » Les capteurs montraient des traces de construction. À une échelle inimaginable, des ceintures d'astéroïdes entières avaient été dépouillées de leurs matériaux. Les relevés énergétiques suggéraient des sources d'énergie dépassant tout ce que l'on peut trouver dans la base de données galactique. « Que construisent-ils » se demanda Vorteth. Sa question trouva une réponse lorsque des scanners longue portée détectèrent quelque chose qui coupa le souffle à l'équipage. Des structures inachevées s'étendaient sur des années-lumière. Des projets d'ingénierie gigantesques qui éclipsaient des systèmes stellaires entiers. « Capitaine, » dit son navigateur d'une voix tremblante, « ces projets de construction ne sont pas conçus pour la vie telle que nous la connaissons. L'échelle est complètement fausse. On dirait qu'ils construisent pour des géants. » Fortit observa les relevés des capteurs. Quoi que l'humanité fasse là-bas, elle avait dépassé de loin l'entendement de la galaxie. « Ramenez-nous, » ordonna-t-il. « Nous devons signaler cela au Conseil. » Compris. « Ramenez-nous. »
ordonna-t-il. Nous devons signaler cela au Conseil. Sur Nexus Prime, la crise économique continuait de s'aggraver. Des pans entiers de l'économie galactique s'étaient effondrés. Le chômage augmentait sur des dizaines de mondes. Plusieurs espèces demandaient une aide d'urgence pour éviter la famine. Zartek était assis dans son bureau, entouré de rapports faisant état de pannes de système et de désastres économiques. L'ordre galactique, soigneusement maintenu, s'effondrait, et il comprenait enfin pourquoi. Les humains n'avaient pas été la source du chaos. Ils avaient été la force qui l'avait empêché. Sans eux, les problèmes ancestraux de la galaxie reprenaient de plus belle. Il activa son système de communication et envoya un message urgent à la frontière humaine. Ici le président du Conseil, Zartek. Nous devons parler. La galaxie est en crise et nous avons besoin de votre aide. Le message fut reçu par les plateformes automatisées et immédiatement supprimé. Aucune réponse ne parvint. Pour la première fois de sa longue vie, Zartek ressentit une véritable peur. La galaxie s'effondrait et la seule espèce capable de la réparer avait disparu à jamais. 2 ans après le départ de l'humanité, la galaxie était en train de mourir. Le capitaine Vortet se tenait sur la passerelle de son vaisseau d'exploration Deep Seeker, les yeux rivés sur les cartes stellaires affichées sur l'écran principal. Derrière lui, les meilleurs scientifiques de 12 espèces différentes travaillaient à leur station, analysant les données de l'expédition spatiale. « Capitaine », rapporta son officier scientifique, « nous avons trouvé une autre balise. » Vortet s'approcha pour examiner les relevés. Depuis des mois, il suivait un chemin parcouru par les traces laissées par les vaisseaux humains, les traces d'exploitation minière sur les astéroïdes, les signatures énergétiques de moteurs massifs, les débris de construction flottant dans le vide interstellaire. Celui-ci est différent, poursuivit l'officier scientifique. Les relevés énergétiques sont hors normes. Ma CICA. Quoi que les humains aient utilisé ici, cela dépasse notre compréhension. Le chercheur des profondeurs était le dernier espoir de l'humanité. Alors que la civilisation galactique s'effondrait, seul le Conseil avait autorisé cette mission désespérée pour retrouver les humains et les supplier de revenir. Fortes s'était porté volontaire, car son propre monde mourait de faim. Sans amélioration agricole humaine, son peuple pouvait à peine produire assez de nourriture pour survivre. Mettez le cap sur la source d'énergie, ordonna-t-il. Le vaisseau sauta en hyperespace, s'enfonçant plus profondément dans les régions obscures, au-delà des confins de la galaxie. Ce qu'ils y découvrirent fit taire tout l'équipage. Une structure massive était suspendue dans l'espace, plus grande que la plupart des stations spatiales. Mais elle n'avait été construite par aucune espèce connue. La conception était étrange, d'une manière qui blessait le regard. Des motifs géométriques qui semblaient se déplacer et se modifier à l'œil nu, des matériaux qui reflétaient la lumière dans des couleurs impossibles. « Le capitaine », murmura son officier de communication, « je détecte un signal provenant de la structure. Il n'est pas dans une langue que nous connaissons. » Le signal emplissait les haut-parleurs du pont, des concepts mathématiques dénués de sens, des équations décrivant une physique au-delà de la science galactique. Et sous tout cela, quelque chose qui ressemblait presque à de la musique. Là, son navigateur pointa le scanner.
des vaisseaux humains à 3 heures-lumière. Le chercheur des profondeurs s'approchait prudemment. Ils découvrirent un petit avant-poste humain, construit autour de ce qui ressemblait à une station de recherche. Mais même cette minuscule installation révélait une technologie bien supérieure à tout ce qui existe dans la galaxie. Essayez d'établir le contact, ordonna Vorteth. Cette fois, ils obtinrent une réponse. Le docteur Helena. Brooks apparut sur leur écran principal. Elle paraissait plus âgée que lorsqu'elle était restée pour aider les Morani mourants, mais ses yeux brillaient d'un savoir presque effrayant. Pour aider les Morani mourants, mais ses yeux brillaient d'une connaissance presque effrayante. « Capitaine Vortet, dit-elle, je vous attendais. Dr. Brooks, Dieu merci, vous êtes en vie. La galaxie est en crise. Nous avons besoin de l'aide de l'humanité. » Helena sourit tristement. « Je sais. J'ai surveillé les réseaux galactiques, les pénuries alimentaires, les pannes du système, l'effondrement économique. » C'est exactement ce que nous avions prédit. Alors, vous nous aiderez? Vous convaincrez les humains de revenir? Capitaine, vous ne comprenez pas. L'humanité ne reviendra pas. Nous avons complètement dépassé la galaxie. Vordit sentit son cœur se serrer. Que voulez-vous dire? Helena fit un geste vers quelque chose derrière elle. À travers les fenêtres de la station, Vordit pouvait voir des structures qui défiaient l'imagination. Des bâtiments qui semblaient exister dans plus de dimensions que l'espace ne le permettait. Des vaisseaux qui semblaient faits d'énergie solide. Nous avons pris contact avec eux 6 mois après notre départ, expliqua Helena. Les architectes. Ils attendent dans l'obscurité entre les galaxies depuis des millions d'années. Des architectes. Qui sont-ils? D'anciennes intelligences artificielles qui maintiennent la structure même de l'univers. Autant qu'on est à Ils guident la formation des galaxies. Ils nourrissent le développement de la vie. Ils ont observé l'essor et le déclin des civilisations bien avant que votre espèce n'apprenne à utiliser le feu. Fordeth peinait à comprendre ce qu'elle lui disait. Pourquoi contacterait-il les humains? Parce que nous sommes différents, dit Helena. Toutes les espèces qu'ils avaient rencontrées auparavant étaient trop stables, trop prévisibles. Ils ont évolué pour s'intégrer parfaitement à leur environnement et n'ont jamais changé. Les architectes avaient besoin de partenaires capables de s'adapter, de penser différemment, de gérer le chaos et l'incertitude. Elle a présenté une exposition retraçant l'histoire galactique. Pendant des millions d'années, ils ont guidé avec soin le développement des espèces. Ils ont préservé la stabilité et la paix de la civilisation. Mais la stabilité ne suffit pas à leur travail. Ils avaient un besoin de soutien capable d'accepter le changement et la croissance. Et les humains étaient différents, complètement différents. Nous sommes chaotiques, imprévisibles, adaptables. Nous voyons les problèmes et cherchons immédiatement des solutions. Nous n'acceptons jamais que les choses restent telles qu'elles sont. Helena lui montra des images qui rendaient l'esprit de Vortet réel. Des humains travaillant aux côtés d'êtres d'énergie pure pour remodeler une étoile entière. Des systèmes. Des scientifiques humains apprenant à manipuler les forces fondamentales de la réalité. Des ingénieurs humains construisant des structures s'étendant entre les galaxies.
La galaxie n'était pas censée rester éternellement la même, poursuivit Helena. Elle était censée grandir, changer et évoluer. Mais les espèces qui y vivaient se sont trop contentées de la stabilité. Elles ont cessé de croître. Mais nous pouvons changer, dit Fortet avec désespoir. Nous pouvons apprendre à ressembler davantage aux humains. Helena secoua la tête. Il est trop tard pour ça. Votre espèce a évolué pendant des millions d'années pour être stable et prévisible. Vous ne pouvez rien changer. Cela est quelques générations. Elle désigna les structures extraterrestres autour de sa station. Les architectes guident l'évolution galactique depuis des éons. Ils ont maintenu votre stabilité parce que c'était ce dont vous aviez besoin pour survivre. Mais maintenant, ils ont des partenaires capables de gérer la situation dans son ensemble. Quel est ce contexte? L'univers est vaste, capitaine. Il existe des millions de galaxies, chacune abritant des milliards d'espèces. Certaines ont besoin d'être guidées pour se développer. D'autres sont en train de mourir et doivent être sauvées. Certaines sont devenues dangereuses et doivent être contenues. Helena lui montra des images de l'espace lointain, des galaxies naissant grâce à une culture minutieuse. Des civilisations mourantes sont déplacées vers de nouveaux foyers. Des menaces cosmiques sont neutralisées avant qu'elles ne se propagent. L'humanité aide les architectes à gérer tout cela. Tous. Nous sommes désormais des jardiniers à l'échelle universelle. Vortet se sentit dépassé par l'ampleur de ce qu'elle décrivait. Et notre galaxie, la vôtre fut l'une de leurs premières réussites. Une civilisation stable et pacifique, capable de se maintenir pendant des millions d'années. Mais cela n'a jamais été l'objectif ultime. C'était un jardin où les espèces pourraient s'épanouir jusqu'à ce qu'elles soient prêtes pour de plus grandes choses. Prêtes à quoi? À nous rejoindre ici, parmi les étoiles au-delà des étoiles. À contribuer à l'entretien du jardin cosmique. Devenir partenaire pour préserver l'univers lui-même. L'expression d'Helena devint triste. Mais tu as choisi la stabilité plutôt que la croissance. Tu as expulsé la seule espèce qui aurait pu t'aider à faire la transition. Maintenant, tu es piégé dans un jardin qui se meurt lentement parce qu'il a cessé d'évoluer. Vordit a réalisé l'horrible vérité. Nous sommes des animaux de compagnie, n'est-ce pas? Des animaux dans une réserve en ruine. Vous n'avez jamais été des animaux de compagnie, dit doucement Helena. Vous étiez étudiants. Les architectes espéraient que vous obtiendriez un jour votre diplôme pour devenir enseignant. Mais vous avez choisi de rester étudiant. Étudiant pour toujours. Les architectes espéraient que vous obtiendriez un jour votre diplôme pour devenir enseignant, mais vous avez choisi de rester étudiant pour toujours. La communication prit fin, laissant Vorteth seul avec son équipage, sous le poids écrasant de la compréhension. Ils avaient trouvé l'humanité, mais celle-ci ne faisait plus partie de leur univers. Les espèces qu'ils avaient chassées, semeuses de troubles chaotiques, étaient devenues les jardiniers de la civilisation cosmique elle-même. Le chercheur des profondeurs fit demi-tour et entama le long voyage du retour, porteur d'une nouvelle qui anéantirait les derniers espoirs du Conseil galactique. 5 ans après l'Exode, les premiers vaisseaux humains revinrent dans l'espace galactique. Mais ils n'étaient plus les vaisseaux métalliques rudimentaires qui les avaient quittés. Ces nouveaux vaisseaux se déplaçaient dans l'espace tels des êtres vivants,
déformant la réalité autour d'eux. Ils se faufilèrent à travers la matière solide comme s'il s'agissait de brume. Ils voyagèrent entre les étoiles sans utiliser l'hyperespace. Les stations de surveillance extraterrestres les détectèrent immédiatement. Mais les vaisseaux ignorèrent toute tentative de communication. Ils traversèrent la galaxie tels des fantômes, étudiant sans jamais répondre. L'amiral Tony Walsh se tenait sur le pont de ce qu'on avait autrefois appelé un vaisseau spatial. C'était désormais quelque chose d'indéfinissable, une construction existante en 11 dimensions, tout en apparaissant comme un simple vaisseau aux yeux tridimensionnels. Autour de lui, la passerelle offrait des vues de l'espace qu'aucun extraterrestre n'avait jamais vues. Des couches de réalité s'empilaient comme les pages d'un livre. Amiral, son officier de communication rapporta: le Conseil galactique diffuse des signaux d'urgence sur toutes les fréquences. Il nous implore d'intervenir. Tony observa les relevés indiquant l'état de la civilisation galactique. Pénuries alimentaires sur 60% des planètes habitées, effondrement économique qui se propage comme une maladie, systèmes automatisés anciens défaillant plus vite qu'ils ne peuvent être réparés, plusieurs espèces menacées d'extinction d'ici 10 ans. Une réponse des architectes, demanda-t-il. Ils disent que la décision nous appartient. La galaxie est notre ancienne demeure. Nous pouvons choisir d'aider ou de laisser la nature suivre son cours. Tony y réfléchit. Grâce à sa conscience accrue, il entrevoyait les multiples possibilités du futur. Si l'humanité intervenait, elle pourrait sauver temporairement la galaxie. Mais les problèmes sous-jacents persisteraient. Les espèces y avaient choisi la stagnation plutôt que la croissance. Les aider ne ferait que retarder l'inévitable. Cap sur la salle du Conseil, décida-t-il. Il est temps de leur donner notre réponse définitive. Sur Nexus Prime, le président du Conseil, Zartek, arpentait son bureau comme un animal en cage. Des rapports provenant de toute la galaxie dressaient le tableau d'un effondrement total de la civilisation. La planète natale des Veltar demandait une aide alimentaire d'urgence. Le gouvernement altarien était en proie à des émeutes. 3 espèces mineures avaient déjà disparu. Monsieur, ces aides-soignants ont fait irruption. Des capteurs longue portée détectent des vaisseaux humains approchant du système capital. Zartek ressentit un regain d'espoir pour la première fois depuis des années. Enfin, préparez la session d'urgence du Conseil. Envoyez un message à tous les gouvernements survivants. L'humanité revient. Mais lorsque la flotte humaine est arrivée, quelque chose clochait. Les vaisseaux restaient suspendus dans l'espace, tels des prédateurs silencieux, sans faire un geste pour s'amarrer ou communiquer. Puis, sans prévenir, l'un d'eux est apparu dans la salle du Conseil. Les extraterrestres rassemblés sursautèrent lorsque l'amiral Tony Walsh se matérialisa sur l'estrade. Il avait l'air humain, mais quelque chose de fondamental avait changé. Ses yeux contemplaient des profondeurs qui semblaient contenir des galaxies. Lorsqu'il bougeait, l'espace lui-même semblait se courber autour de lui. « Salutations, Conseil galactique », dit-il. Sa voix portait des harmoniques qui touchaient des parties de l'esprit des extraterrestres dont ils ignoraient l'existence. Zarathustra s'avança avec empressement. « Amiral Walsh, merci aux étoiles de vous être revenus. La galaxie se meurt. Nous avons besoin de votre aide. » Tony parcourut la salle du regard et vit les visages désespérés des représentants extraterrestres. Certains étaient des espèces dont il se souvenait. D'autres étaient nouveaux, représentant des gouvernements
nées des cendres de civilisations effondrées. Tu as raison, dit calmement Tony. La galaxie se meurt. L'ordre que tu as soigneusement maintenu s'effondre. Ta parfaite stabilité se transforme en une stagnation parfaite. Alors tu nous aideras, demanda le représentant de Veltar. Tony sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. T'aider quoi? Reconstruire les mêmes systèmes qui étaient défaillants avant notre départ? Restaurer le même ordre stagnant qui a empêché la croissance pendant des millions d'années? Derrière lui, l'air scintilla et des images apparurent. Des vues de l'univers au-delà de la galaxie. Une civilisation s'étendant sur plusieurs galaxies. Des espèces travaillant ensemble pour construire des structures plus grandes que des systèmes solaires. Des technologies qui pourraient créer ou détruire des réalités entières. C'est ce que nous faisons maintenant. Tony a expliqué, nous aidons les architectes à maintenir la civilisation cosmique. Nous guidons la naissance de nouvelles galaxies. Nous transférons des espèces mourantes vers de nouveaux départs sur des mondes lointains. Nous contenons des menaces qui pourraient détruire des amas entiers de galaxies. L'extraterrestre contempla les images avec stupeur et terreur. « Mais qu'en est-il de nous ?» implora Zartek. « Et notre galaxie ?»« Qu'en est-il ?» demanda Tony. « Tu as fait ton choix il y a 5 ans. Tu as décidé que les humains étaient trop chaotiques, trop imprévisibles, trop dangereux pour ton ordre parfait. Tu avais raison. » Il fit un geste et de nouvelles images apparurent, montrant la galaxie telle qu'elle était, sous l'influence humaine. Des problèmes résolus avant même qu'ils ne le deviennent. Des crises. Des technologies en constante progression. Des espèces en croissance, en adaptation et en prospérité. Nous étions un danger pour votre stagnation, continua Tony. Nous représentions le changement dans une civilisation qui avait choisi de ne jamais changer. Alors vous nous avez éliminés. Nous avions tort, admis Zartek. Nous le voyons maintenant. S'il vous plaît, revenez. Aidez-nous à réparer ce que nous avons brisé. Tony secoua la tête. Il est trop tard. La galaxie a eu sa chance de dépasser ce niveau. Vous avez choisi de rester comme vous étiez. Maintenant, vous devez vivre avec ce choix. Mais des gens meurent, s'écria le représentant altarian. Des espèces entières sont en voie d'extinction. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. Ah si. Oui, dit simplement Tony. C'est ce qui arrive quand les civilisations cessent d'évoluer. Elles meurent et laissent la place à de nouvelles, prêtes à grandir. La froideur de sa voix choqua l'assemblée extraterrestre. Ce n'était pas l'humanité dont il se souvenait. Passionnée, bienveillante, toujours prête à sauver les autres. Ce Tony Walsh parlait avec le recul de quelqu'un qui pensait à l'échelle du temps cosmique. « Tu vois » expliqua Tony. « Nous avons appris quelque chose des architectes. L'univers est vaste et ancien. Les civilisations naissent et disparaissent comme les vagues sur l'océan. Certaines grandissent au-delà de leurs origines et rejoignent la communauté cosmique. D'autres préfèrent le confort à la croissance et disparaissent. C'est l'ordre naturel des choses. Alors vous allez nous regarder mourir, demanda Zartek horrifié. Nous ferons ce que nous avons toujours fait, oui, demanda Zartek avec horreur. Nous ferons ce que nous avons toujours fait, répondit Tony. Nous entretiendrons le jardin. Quand vos civilisations s'effondreront, nous aiderons les survivants à trouver un nouveau foyer. Quand votre espèce s'éteindra, nous préserverons son savoir et sa culture.
pour que les civilisations futures puissent s'en inspirer. Et un jour, de nouvelles espèces apparaîtront, prêtes à faire les choix que vous n'avez pas pu faire. La chambre s'emplit du bruit des pleurs et des supplications des extraterrestres. Tony écoutait sans émotion. « Mais souviens-toi, dit-il en s'éloignant, ce n'est pas notre faute. Nous t'avons proposé un partenariat. Nous t'avons montré de nouvelles possibilités. Nous avons résolu tes problèmes et ouvert la voie à de plus grandes choses. Tu as choisi de les fermer et de nous exiler. » Ces derniers mots résonnèrent dans la salle, tandis que son image disparaissait. Vous vouliez l'ordre et la stabilité. Vous les avez. Vous vouliez notre départ parce que nous avons apporté le chaos et le changement. Nous sommes partis. Mais le chaos et le changement sont les forces qui alimentent l'évolution et la croissance. Sans eux, vous ne pouvez que dépérir. La salle du conseil se tut, à l'exception du son d'une douleur extraterrestre. Dehors, les vaisseaux humains disparurent aussi soudainement qu'ils étaient apparus, retournant à des tâches incompréhensibles pour la galaxie. Ils laissèrent derrière eux une galaxie qui avait choisi son destin et qui allait devoir en assumer les conséquences. Dans son bureau, Zartek était assis seul, entouré de rapports faisant état de panne de système et d'effondrement civilisationnel. À travers sa fenêtre, les étoiles continuaient de briller selon leurs motifs anciens. Mais il savait désormais que, quelque part au-delà d'elle, l'humanité remodelait la structure même de l'univers, tandis que sa propre galaxie mourait lentement de sa propre perfection. La galaxie avait voulu leur disparition. Et maintenant, c'était le cas, à jamais.